Je suis Marguerite, j'ai 83 ans, et mon médecin a failli me tuer par gentillesse. Le médecin souriait quand elle l'a dit. C'est ce dont je me souviens le plus. Madame Dubois, à votre âge, nous voulons nous concentrer sur le confort, la qualité de vie, pas les interventions agressives. J'avais 76 ans. J'étais venue parce que je n'arrivais plus à reprendre mon souffle en marchant de la voiture à la boîte aux lettres. Aussi simple que ça. Elle m'a tapoté la main, m'a dit que l'essoufflement était courant chez les personnes âgées, que mon cœur ralentissait simplement, comme tout le reste. Je l'ai cru. Pendant 8 mois, je l'ai cru. Jusqu'à ce que je m'effondre dans ma cuisine et que je me réveille à l'hôpital avec une insuffisance cardiaque congestive qui aurait pu être traitée facilement si quelqu'un avait pris la peine de regarder. Je ne suis plus en colère. Pas vraiment. Mais j'ai besoin de vous dire ce que j'ai appris sur ce qui se passe quand on entre dans un cabinet médical après 70 ans, sur les choses qu'ils ne disent pas à voix haute mais pensent quand même, sur les suppositions qui ont failli me coûter la vie. J'avais l'habitude de faire totalement confiance aux médecins. Je croyais que cette blouse blanche signifiait qu'ils en savaient plus que moi, que leur formation médicale les rendait objectifs. Je ne le crois plus. Pas parce que ce sont de mauvaises personnes. La plupart ne le sont pas. Mais parce qu'ils voient mon âge avant de me voir moi. Et une fois qu'ils voient ce nombre, 83, tout change. La première fois que je l'ai remarqué, j'avais 72 ans. J'avais ces vertiges. Rien de dramatique, juste des moments où la pièce penchait légèrement et je devais m'accrocher à quelque chose jusqu'à ce que ça passe. Je l'ai mentionné à mon médecin lors d'un bilan de routine. Il a hoché la tête, a à peine levé les yeux de son dossier. « Vous vous hydratez bien ?» ?»« Je crois. » C'est probablement juste de la déshydratation. Les personnes âgées ne boivent souvent pas assez d'eau. Essayez de boire 8 verres par jour. Je suis rentrée chez moi, j'ai bu plus d'eau. Les vertiges ont continué. 3 mois plus tard, j'en ai reparlé. J'ai toujours ces vertiges. Il a froncé les sourcils, pas inquiet, agacé. Madame Dubois, votre tension est normale, votre rythme cardiaque est normal. À votre âge, un peu de vertige est normal. Votre oreille interne change. Votre équilibre n'est plus ce qu'il était. Mais ça empire. Vous avez essayé l'eau ? Oui. Eh bien, continuez d'essayer. Et peut-être utiliser une canne, juste pour être sûr. Je ne voulais pas de canne. J'avais 72 ans, pas 90. Mais j'en ai acheté une quand même, parce que quand un médecin vous dit quelque chose, vous lui faites confiance. Les vertiges ont empiré, j'ai commencé à tomber, de petites chutes, rien qui n'a rien cassé, mais assez pour que j'arrête de sortir autant. Il a fallu un autre médecin, un spécialiste que j'ai vu pour toute autre chose, pour prescrire une IRM et découvrir que j'avais une tumeur bénigne qui appuyait sur le nerf de mon oreille interne, complètement traitable, complètement réparable, mais seulement si quelqu'un avait pris la peine de regarder au-delà de mon âge. C'est la première chose que vous devez comprendre, la chose qu'ils ne vous diront pas. Quand vous entrez dans un cabinet médical après 70 ans, ils ont déjà décidé que vous êtes compliqué. Pas au sens médical, au sens du temps, au sens de l'effort. Ils regardent votre dossier et voient plusieurs médicaments, probablement. Des maladies chroniques, certainement. Une longue liste de questions, définitivement. Et ils ont 20 minutes de retard, et vous êtes le rendez-vous qui va les mettre 30 minutes en retard. Et avant même que vous vous soyez assise, ils essaient déjà de vous simplifier. Je n'ai pas compris ça jusqu'à ce que je parle à une infirmière que je connais. Elle travaille en médecine générale depuis 30 ans. On prenait un café, c'était il y a peut-être 2 ans, et j'ai mentionné à quel point mes rendez-vous semblaient toujours précipités, comment je n'arrivais jamais à aborder toute ma liste de préoccupations. Elle a hoché la tête, n'a pas semblé surprise. « Ils font ça avec les patients âgés », a-t-elle dit. Pas exprès, exactement, mais il y a ce truc mental qui se passe.
Il voit votre âge et suppose que ça va être compliqué. Plusieurs problèmes, tous interconnectés. Pas de réponse facile. Donc, ils n'essaient pas. Ils essaient, mais ils essaient de garder ça simple. Se concentrer sur une chose, vous faire sortir en 15 minutes pour ne pas prendre de retard. Et si la chose sur laquelle il se concentre n'est pas la chose importante? Elle m'a regardé un long moment. Alors, vous devez les faire écouter. C'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que la deuxième chose, la chose qui est encore plus difficile à combattre, c'est qu'ils ont déjà décidé ce que vous avez avant que vous ayez fini d'expliquer. Je le vois dans leurs yeux maintenant, au moment où je commence à décrire un symptôme, ce petit éclair, la reconnaissance. Oh, je sais ce que c'est. Problème standard de personnes âgées. C'est arrivé l'année dernière quand je suis allée consulter pour des douleurs aux mains, de la raideur surtout, difficile d'ouvrir des bocaux, difficile de tenir un stylo trop longtemps. Le médecin, une jeune femme, peut-être 40 ans, hochait la tête pendant que je décrivais. « Arthrite » a-t-elle dit, avant même que j'aie fini. « Vous êtes sûr ?» C'est apparu assez soudainement. C'est comme ça que ça marche parfois, surtout à votre âge. Mais je vais vous prescrire un anti-inflammatoire. Prenez-le 2 fois par jour. Si ça ne s'améliore pas dans 1 mois, on peut essayer quelque chose de plus fort. Vous ne voulez pas faire une radio ou une prise de sang? Elle a souri, patiente, comme si j'étais une enfant qui demandait pourquoi le ciel était bleu. Madame Dubois, l'arthrite est incroyablement courante dans votre groupe d'âge. Il n'y a pas besoin de perdre du temps et des ressources sur des examens quand on sait déjà ce que c'est. J'ai pris l'anti-inflammatoire. Ça n'a pas aidé. 1 mois plus tard, je suis retournée. Un médecin différent. Le mien était en vacances. Celui-là a vraiment écouté, a prescrit une prise de sang. Il s'est avéré que j'avais la maladie de Lyme, d'une piqûre de tique que je n'avais jamais remarquée. La douleur articulaire était un symptôme. 3 semaines d'antibiotiques et c'était parti. Mais si j'avais fait confiance à ce premier médecin, si j'avais accepté son hypothèse que c'était juste de l'arthrite, ça aurait empiré, se serait propagé, aurait causé des dommages permanents. Tout ça parce qu'elle a vu mon âge et a arrêté de regarder. C'est ce qu'ils font. Ils prennent vos symptômes et les filtrent à travers une lentille qui dit « personne âgée », donc « fatiguée, vieillesse, distraite, vieillesse, des douleurs, vieillesse, des vertiges, problèmes d'équilibre dus à la vieillesse, déprimée, eh bien, vous êtes vieille. Qu'est-ce que vous attendiez? Ils ont un script dans leur tête. Et une fois qu'ils décident que vous y correspondez, ils arrêtent d'écouter ce que vous dites vraiment. J'ai commencé à le remarquer partout après ça. Une amie à moi, elle a 80 ans maintenant, est allée voir son médecin en se plaignant de fatigue. Une fatigue constante, écrasante, qui rendait difficile de tenir la journée. Son médecin lui a dit de faire plus d'exercice, que rester active boosterait son énergie. Elle a essayé, elle arrivait à peine à faire 10 minutes de marche avant de devoir s'allonger. Elle y est retournée, même conseil. Il a fallu que sa fille, qui est infirmière, exige un bilan sanguin complet pour découvrir qu'elle était sévèrement anémiée. Elle avait besoin de perfusion de fer. En 2 semaines, elle se sentait redevenue elle-même. Mais son médecin était tellement sûr que c'était juste le vieillissement normal qu'il n'avait pas pris la peine de vérifier. Un autre ami, un homme que je connaissais de l'église, a commencé à avoir du mal à se souvenir des choses, des rendez-vous, des conversations, où il avait mis ses clés. Son médecin a fait un test cognitif rapide, un de ces trucs, dessiner une horloge, et a dit « démence précoce, ça arrive ». A prescrit des médicaments, a dit à sa famille de commencer à penser à des soins de longue durée. Sauf que ce n'était pas de la démence, c'était une carence en vitamine B12, complètement réversible. Mais parce qu'il avait 78 ans,
Le médecin a vu des problèmes de mémoire et a sauté directement au diagnostic de personne âgée sans investiguer quoi que ce soit d'autre. C'est la deuxième chose qu'ils ne vous diront pas. Ils utilisent votre âge comme explication pour tout au lieu d'investiguer ce qui ne va vraiment pas. Ce n'est pas malveillant. Je ne pense pas que la plupart d'entre eux réalisent même qu'ils le font, mais quand vous avez 70, 80, 90 ans, vos symptômes ne reçoivent pas le même examen, la même curiosité. Ils sont classés sous vieillissement et rejetés. Je pense à cette médecin qui m'a souri quand j'avais 76 ans, celle qui m'a dit que mon essoufflement était juste mon cœur qui ralentissait. Elle n'était pas cruelle, elle n'était pas incompétente, elle a juste vu mon âge et fait des suppositions. Supposez que je voulais le confort plutôt que le traitement. Supposez qu'une intervention agressive n'en valait pas la peine. Supposez que j'étais trop vieille pour qu'on se batte pour moi, et j'ai failli mourir à cause de ça. Quand je suis finalement arrivée à l'hôpital après m'être effondrée, le médecin des urgences était plus jeune, peut-être 35 ans. Il a fait des examens immédiatement, n'a pas demandé mon âge, n'a pas fait de suppositions, m'a juste traitée comme une patiente avec un problème médical qui nécessitait une solution. Il a trouvé l'insuffisance cardiaque, a commencé le traitement, m'a sauvé la vie. Et quand je lui ai demandé plus tard pourquoi mon médecin habituel ne l'avait pas détecté, il a marqué une pause. Parfois, a-t-il dit prudemment, les médecins voient l'âge et pensent palliatif au lieu de curatif. Ils ont de bonnes intentions. Ils pensent vous épargner une intervention inutile. En me laissant mourir, il n'a pas répondu à ça. J'ai changé de médecin après ça. J'en ai trouvé une qui se spécialise en gériatrie. Elle est plus âgée elle-même, peut-être 65 ans, et elle ne fait pas de suppositions. Quand je viens avec un symptôme, elle investigue, prescrit des examens, me traite comme si ma santé comptait, comme si ma vie avait encore de la valeur. Ça ne devrait pas être révolutionnaire, mais ça l'est, parce que voici ce que j'ai appris. Assise dans les salles d'attente et en parlant à d'autres personnes de mon âge, la plupart des médecins travaillent à partir d'un script qu'ils ne savent même pas qu'ils ont. Voir l'âge, supposer la complexité, simplifier le problème, attribuer au vieillissement, passer à autre chose, c'est efficace, ça les garde à l'heure, mais ça nous tue, pas dramatiquement, pas évidemment, juste lentement, un symptôme rejeté à la fois. J'ai eu de la chance. Je me suis effondrée quelque part où quelqu'un pouvait me trouver. Je suis arrivée dans un hôpital qui m'a prise au sérieux. Mais combien de personnes de mon âge sont assises chez elles en ce moment, croyant leur médecin quand il dit que l'essoufflement, ou la douleur, ou la confusion, ou la fatigue fait juste partie du vieillissement? Combien deviennent plus malades parce que personne ne regarde vraiment? Combien meurent parce que la gentillesse, la suggestion douce et souriante de se concentrer sur le confort est plus facile que de se battre pour de vrais soins? Je n'ai pas toutes les réponses. Je suis juste une personne essayant de naviguer dans un système qui voit ma date de naissance avant de voir mon visage. Mais j'ai appris certaines choses sur ce qu'il faut surveiller, sur comment riposter, sur les suppositions qui nous coûtent des années de vie, et je pense que vous avez besoin de les entendre. J'ai décidé que j'allais être la patiente parfaite. C'est comme ça que je réglerai le problème. C'est comme ça que je les ferai me prendre au sérieux. Je viendrai préparée, organisée, facile à gérer. Je prouverai que je n'étais pas une de ces personnes âgées compliquées qui leur faisaient perdre leur temps. Alors j'ai fait des listes. Je les ai tapées sur mon ordinateur, imprimées, une page, des puces, symptômes à gauche, questions à droite, durée, sévérité, motif, tout ce dont un médecin pourrait avoir besoin pour faire un diagnostic. J'étais si fière de cette première liste, je pensais que j'aidais. Le médecin l'a regardé peut-être 5 secondes.
Oh, vous avez apporté une liste. Elle a souri, ce sourire encore, celui que je commençais à reconnaître. Je pensais que ça ferait gagner du temps. Tout est là. Madame Dubois, j'apprécie l'effort, mais parlons simplement. Quelle est votre préoccupation principale aujourd'hui? Eh bien, j'ai plusieurs choses, mais elles pourraient être liées. Concentrons-nous sur une. Qu'est-ce qui vous gêne le plus? J'ai montré la liste. La fatigue. Mais ça a commencé à peu près en même temps que les problèmes digestifs. Et je me demandais si... La fatigue. D'accord. Vous dormez bien? Oui, mais... Vous mangez régulièrement? Oui, bien que la digestion. Combien d'eau buvez-vous? Et juste comme ça, elle avait pris ma liste soigneusement organisée et l'avait réduite à sa propre checklist. Question standard. Réponse standard. Je suis partie avec des instructions de boire plus d'eau et de faire plus d'exercice. La liste est restée sur son bureau. Je ne pense pas qu'elle l'ait jamais lue. J'ai réessayé avec une approche différente. Si les listes étaient trop, je serais concise, directe. Je présenterai mes symptômes dans un langage clair et simple pour qu'il n'y ait pas de confusion. Je suis allée à un rendez-vous de suivi pour mon médicament contre la tension. Il me donnait des vertiges, mais je savais qu'il ne fallait pas se plaindre de vertiges. Ça serait rejeté comme du vieillissement. Alors j'ai dit, ce médicament cause des effets secondaires qui interfèrent avec mes activités quotidiennes. J'aimerais essayer une alternative. Le médecin, un homme cette fois, plus âgé, peut-être 60 ans, hochait la tête en tapant quelque chose sur son ordinateur. Quel genre d'effets secondaires? Des vertiges, des étourdissements, surtout quand je me lève. C'est normal avec les médicaments contre la tension. Votre corps a juste besoin de temps pour s'adapter. Ça fait 3 mois que je le prends. Parfois ça prend plus de temps pour les patients plus âgés. Y a-t-il une alternative qui ne causerait pas ces symptômes? Il a arrêté de taper. M'a regardé par-dessus ses lunettes. Madame Dubois, votre tension doit être contrôlée. C'est le médicament le plus doux qu'on puisse utiliser. Les alternatives ont plus de complications potentielles. Et à votre âge, nous voulons vraiment éviter d'ajouter de la complexité. C'était encore là, à votre âge. Mais si le médicament cause des chutes, vous tombez? J'ai failli tomber 2 fois la semaine dernière. Mais vous n'êtes pas vraiment tombé? Non, mais alors le médicament fonctionne. Votre tension est sous contrôle. Faites juste attention quand vous vous levez. Prenez votre temps. Je voulais crier, le secouer et dire « Je fais attention, le médicament est le problème, pas mon attention ». Mais je ne l'ai pas fait, parce que j'essayais d'être une bonne patiente, et les bonnes patientes ne font pas d'histoire. Ça va sembler ridicule, mais je me suis entraînée. Debout dans ma cuisine, je me suis entraînée à parler au médecin, comment formuler les choses pour qu'ils me prennent au sérieux. J'ai lu des articles sur la défense des patients, sur être assertive sans être agressive, sur utiliser des formulations en jeu et poser des questions ouvertes. Je pensais que si je communiquais mieux, ils écouteraient. Mon rendez-vous suivant était avec un nouveau médecin, un spécialiste. Les vertiges étaient devenus assez graves pour que mon médecin habituel me réfère finalement à un neurologue. J'étais prête. J'avais préparé un compte-rendu clair et chronologique de mes symptômes. J'ai parlé calmement, utilisé une terminologie médicale que j'avais recherchée. Je me suis présentée comme informée et engagée. Le neurologue a écouté, vraiment écouté, a pris des notes. Puis il a dit « Je vais faire une évaluation cognitive rapide. C'est juste routine pour les patients de votre âge. Je ne pense pas que ce soit cognitif. C'est juste la procédure standard. Ça ne prendra pas longtemps. Il a sorti un formulaire. Pouvez-vous me dire quel jour nous sommes? Je lui ai dit. Et le mois?
Je lui ai dit, « Pouvez-vous compter à rebours de 100 en retirant 7 ?» Je l'ai fixé. Mon problème est les vertiges, pas la démence. Je comprends. C'est juste pour éliminer des possibilités. 193, j'ai compté, parfaitement, parce qu'il n'y avait rien qui n'allait pas avec mon esprit. Il m'a fait dessiner une horloge, retenir 3 mots, répéter une phrase, tout ça pendant que mes vrais symptômes, les vertiges qui ruinaient ma vie, n'étaient pas traités. Finalement, il a rangé le formulaire. « Eh bien, votre cognition va bien. C'est une bonne nouvelle. J'aurais pu vous le dire. Maintenant, pour les vertiges. À votre âge, les problèmes d'équilibre sont courants. Je vais recommander de la kinésithérapie. Ils travailleront avec vous sur des exercices d'équilibre. Mais vous ne m'avez pas examiné, vous n'avez fait aucun test. L'évaluation cognitive est un test. Pour mon cerveau, pas pour ce qui cause les vertiges. » Il a souri, patient, condescendant. « Madame Dubois, je comprends que vous soyez frustrée. Mais parfois, en vieillissant, nous devons accepter certaines limitations. La kinésithérapie vous aidera à gérer les vertiges pour que vous puissiez maintenir votre indépendance. Gérer, pas guérir, pas réparer, pas investiguer, gérer. Je ne suis pas allée en kinésithérapie. À la place, je suis allée à ma voiture, je me suis assise sur le parking et j'ai pleuré, parce que j'avais tout fait comme il fallait. Était préparé, était calme, était articulé. Et il m'avait quand même traité comme si j'étais trop vieille, trop confuse, trop cognitivement douteuse pour mériter une vraie investigation. Il m'avait donné un test de démence au lieu d'un diagnostic. C'est là que j'ai compris la troisième chose, la chose la plus difficile à avaler. Il suppose que vous êtes en déclin mental et il vous parle comme à une enfant qui ne peut pas comprendre. Pas tous, pas à chaque fois, mais assez pour qu'on commence à le remarquer. Le changement de ton, les explications simplifiées, la façon dont ils prennent des décisions pour vous au lieu d'eux avec vous. Je l'ai vu le plus clairement quelques mois plus tard. J'étais dans la salle d'attente pour un rendez-vous en cardiologie. Les vertiges avaient finalement été retracés à un problème de rythme cardiaque, par un médecin différent, un qui avait vraiment fait des examens. Pendant que j'attendais, une femme plus jeune est entrée, peut-être 45 ans, bien habillée, portant une mallette. Elle s'est enregistrée à l'accueil. La réceptionniste a souri. Le médecin a quelques minutes de retard. Puis-je vous apporter de l'eau en attendant? Non, merci. 10 minutes plus tard, une infirmière l'a appelée. J'ai regardé par la porte ouverte, le médecin l'a saluée. Madame Durand, content de vous voir. Comment vous sentez-vous? Beaucoup mieux. Le nouveau médicament fonctionne bien. Excellent. Passons en revue vos résultats d'examen. Il a affiché un écran, l'a tourné vers elle. Ils ont discuté des résultats ensemble. Termes techniques, explications détaillées. Il la traitait comme une égale. 15 minutes après, ils m'ont appelé. Infirmière différente, salle d'examen différente, même médecin. Madame Dubois, comment allons-nous aujourd'hui? Comment allons-nous? Comme si je faisais partie d'une unité qui l'incluait. Je vais bien, merci. Bien, bien. Alors, nous avons reçu vos résultats d'examen et tout semble plutôt bien. Votre rythme cardiaque est un peu irrégulier, mais ce n'est pas inhabituel pour quelqu'un de votre âge. Il n'a pas tourné l'écran vers moi, ne m'a pas montré les résultats. Que signifie un peu irrégulier? Oh, juste quelques variations dans le rythme. Rien d'inquiétant. On va surveiller. Quel genre de variations? Des trucs techniques. L'important, c'est qu'on va ajuster votre traitement et ça devrait aider. J'ai attendu qu'il explique davantage. Il ne l'a pas fait. Je peux voir les résultats? Il a semblé surpris. Les résultats d'examen? Oui. Eh bien, bien sûr, si vous voulez. Il a légèrement tourné l'écran.
à pointer des chiffres que je ne pouvais pas interpréter. Vous voyez, le rythme est un peu décalé ici. On va arranger ça. Il avait montré à Madame Durand des graphiques détaillés et discuté des implications. Il m'avait montré un écran pendant 3 secondes et dit de ne pas m'inquiéter. Même médecin, même jour, âge différent, traitement différent. Après ce rendez-vous, j'ai commencé à faire attention à la façon dont les médecins me parlaient par rapport à comment ils parlaient aux patients plus jeunes. La différence était partout. Ils utilisaient des mots plus complexes avec les patients plus jeunes, donnaient des explications plus détaillées, présentaient des options au lieu de directives. Avec moi, ils simplifiaient, parlaient plus fort, même si mon audition était bonne, prenaient des décisions et les présentaient comme des faits accomplis. Nous allons vous mettre sous ce médicament. Pas « voici 3 options, discutons de celle qui pourrait le mieux fonctionner pour vous ». Le pire était de les regarder faire ça à d'autres personnes âgées. Un homme dans les 80 ans demandant à son médecin un nouveau traitement qu'il avait lu dans une revue médicale. Le médecin « Oh, je ne m'inquiéterai pas de ce que vous avez lu sur Internet. Laissez-nous gérer les trucs médicaux. » L'homme « Ce n'était pas sur Internet, c'était dans la revue du praticien. » Le médecin « Oui, eh bien, ces études sont compliquées. Faites-moi confiance, le traitement que vous avez est le meilleur. Rejeté, condescendant, traité comme s'il ne pouvait pas possiblement comprendre la littérature médicale, malgré le fait qu'il la lisait. Je pensais parfois à Arthur. C'était il y a des années maintenant, 1974. Il disait que je faisais trop confiance à l'autorité. Ils ne savent pas toujours mieux, Marguerite. Parfois, ils croient juste que c'est le cas. Je lui avais dit qu'il était cynique. Maintenant, je me demande s'il était juste réaliste. La 4e chose que j'ai apprise est venue pendant une année particulièrement frustrante. Je souffrais d'anxiété, une vraie anxiété, le genre qui faisait battre mon cœur et mes pensées s'emballer. Ça avait commencé après l'incident cardiaque, parfaitement compréhensible, étant donné que j'avais failli mourir, mais ça empirait au lieu de s'améliorer, interférant avec le sommeil, avec le fait de sortir de chez moi, avec les activités quotidiennes de base. Alors je suis allée voir mon médecin. J'ai expliqué soigneusement les symptômes, les déclencheurs, depuis combien de temps ça durait. Elle a écouté, hoché la tête. C'est compréhensible, ça a été une année difficile pour vous. Oui, j'espérais qu'on pourrait parler des options de traitement, peut-être une thérapie ou « je vais vous prescrire quelque chose ». Elle tapait déjà. Ça vous aidera à vous détendre. Prenez-en un le matin, un le soir. Qu'est-ce que c'est? Un anxiolytique, très doux. Beaucoup de mes patients âgés le prennent. Mais qu'en est-il de la thérapie ou d'autres approches? La thérapie est chère et honnêtement, à votre âge, les médicaments sont souvent plus efficaces, plus faciles à gérer. Elle a imprimé l'ordonnance, me l'a tendue. Donnez-lui quelques semaines. Si vous êtes toujours anxieuse, on peut ajuster la dose. J'ai pris le médicament pendant 3 jours. Il me rendait floue, lente, comme si mon cerveau était enveloppé de coton. Je n'arrivais pas à suivre les conversations, n'arrivais pas à me concentrer sur la lecture. J'ai failli brûler le dîner parce que j'avais oublié que je cuisinais. Le 4e jour, j'ai appelé le cabinet. Le médicament affecte ma cognition. Je dois arrêter de le prendre. L'infirmière. Laissez-moi vérifier avec le médecin. Elle dit que ces effets secondaires sont normaux au début. Votre corps va s'adapter. Continuez à le prendre. Je ne peux pas fonctionner comme ça. Donnez-lui 2 semaines. Si ça ne s'améliore pas, rappelez-nous. J'ai arrêté de le prendre quand même. J'ai jeté les pilules. Le brouillard s'est levé en 2 jours, mais l'anxiété est restée. Et quand je suis retournée demander une thérapie, le médecin semblait agacé. Madame Dubois, le médicament que j'ai prescrit est le traitement standard. Il m'a rendue incapable de penser clairement.
C'est une période d'adaptation normale. Je ne veux pas m'adapter à être flou. Je veux traiter l'anxiété sans perdre ma clarté mentale. » Elle a soupiré, vraiment soupiré. « À votre âge, nous devons peser les bénéfices par rapport aux risques. L'anxiolytique a moins de risques que d'autres traitements. Mais je vous dis que les effets secondaires sont inacceptables. La plupart des patients s'adaptent bien. Je ne suis pas la plupart des patients, je suis moi. Et je vous dis, je vais noter dans votre dossier que vous refusez le médicament, mais sans traitement, l'anxiété va probablement empirer. » Elle a fait sonner « refuser » comme si j'étais déraisonnable, difficile, pas comme si je faisais un choix éclairé sur mon propre corps. J'ai trouvé un psychologue toute seule, payé de ma poche. J'ai commencé à gérer l'anxiété par le counseling et la gestion du stress. Ça a marché. Lentement, mais ça a marché. Mais je ne pouvais pas me défaire du sentiment que mon médecin avait essayé de me médicamenter vers la docilité plutôt que de vraiment m'aider, me rendre plus facile à gérer, moins anxieuse, moins questionnante, moins présente. C'est la quatrième chose. Il préfère vous médicamenter pour vous rendre gérable plutôt que de traiter ce qui ne va vraiment pas. Pas toujours, pas tous les médecins, mais assez souvent pour que ce soit un schéma. De l'anxiété, voici une pilule qui vous rend docile. De la dépression, voici une pilule qui vous engourdit. De la douleur, voici une pilule qui vous fait dormir. Peu importe si les pilules vous rendent confuse, ou instable, ou incapable de penser clairement, au moins vous ne vous plaignez plus, au moins vous êtes facile. J'ai commencé à parler aux autres personnes de mon âge de leurs médicaments, à demander ce qu'elles prenaient et pourquoi. Le nombre de personnes âgées sous médicaments psychiatriques dont elles n'avaient pas besoin était stupéfiant. Mon médecin a dit que ça aiderait à dormir. J'étais bouleversée par la mort de mon mari, et ils m'ont donné quelque chose pour me calmer. Je me suis agitée quand ils ont refusé de m'expliquer mes résultats d'examen. Alors ils ont prescrit des stabilisateurs d'humeur. Tous avec des effets secondaires. Tous rendant les gens plus flous, plus lents, moins capables de défendre leurs propres intérêts. Et quand ils se plaignaient des effets secondaires, on leur disait de continuer à prendre les pilules et leur corps s'adapterait. Une femme à l'église m'a dit qu'elle était sous anxiolytique depuis 5 ans. Vous vous souvenez pourquoi vous avez commencé à les prendre? Elle y a réfléchi. J'étais inquiète pour quelque chose. Ma santé, peut-être? Je ne m'en souviens plus vraiment. Et vous les prenez toujours? Mon médecin les renouvelle chaque année. Dit que c'est bon pour moi. Vous vous sentez anxieuse maintenant? Pas vraiment, mais je me sens floue, comme si je regardais ma vie au lieu de la vivre. C'est ce qu'ils veulent, ce flou, cette distance, des patients qui ne posent pas trop de questions, qui ne résistent pas, qui prennent ce qu'on leur donne et restent tranquilles. Et les médicaments sont le moyen le plus facile d'y arriver. Je pense à cette médecin qui m'a souri quand elle m'a dit de me concentrer sur le confort au lieu du traitement. Je pense à tous ces médecins qui ont rejeté mes symptômes, condescendu à mon intelligence et essayé de me médicamenter vers la soumission. Et je pense à combien j'étais proche de juste l'accepter, de croire que c'était à ça que ressemblaient les soins de santé à mon âge, que je devais être reconnaissante pour les miettes d'attention qu'ils offraient, que les questionner faisait de moi quelqu'un de difficile au lieu d'engagé. Mais j'en ai fini d'être reconnaissante pour des soins inadéquats, fini d'accepter le rejet comme de la gentillesse, fini de laisser l'âge être la lentille à travers laquelle il me voit et me traite. Parce que je mérite mieux que ça, nous le méritons toutes. Le médecin m'a dit que j'avais un cancer un mardi, stade 2, cancer du sein, traitable, a-t-il dit. Mais ensuite il a continué à parler.
À 81 ans, nous devons considérer votre tableau de santé global. La chirurgie est invasive. La chimiothérapie peut être dure pour le corps. Nous devons penser à la qualité de vie. J'étais assise là, encore en train de digérer le mot cancer, et il planifiait déjà ma reddition. Que dites-vous? Je dis que nous avons des options. L'hormonothérapie est plus douce, moins agressive. Nous pouvons gérer ça sans vous faire subir le traumatisme d'un traitement majeur. Le gérer. Vous garder confortable. Le surveiller. Vous pourriez avoir plusieurs bonnes années. Plusieurs. Pas beaucoup. Pas les 15 ou 20 que je pourrais avoir avec un vrai traitement. Plusieurs. J'ai pensé à ma grand-mère. Elle est morte d'un cancer du sein à 68 ans. Il n'avait pas les traitements alors qu'on a maintenant. Elle aurait tout donné pour les options qu'on me disait ne pas valoir la peine. À cause de mon âge, parce que j'avais déjà vécu une bonne longue vie. Comme si j'avais épuisé mon quota d'années et devais être reconnaissante pour le temps qui restait. Que recommanderiez-vous si j'avais 50 ans? Il a cligné des yeux. Pardon? Si j'avais 50 ans avec exactement ce diagnostic, que recommanderiez-vous? Eh bien, on ferait probablement une tumorectomie suivie de radiothérapie et possiblement de chimiothérapie. Pourquoi? Parce que vous auriez, c'est-à-dire le pronostic serait excellent avec un traitement agressif. Et mon pronostic maintenant? Il s'est agité sur sa chaise. Aussi bon. Mais le fardeau du traitement, le cancer est le même? Oui. Ma santé globale est mauvaise? Non, mais alors je veux le même traitement que vous donneriez à une femme de 50 ans. Il avait l'air mal à l'aise, vraiment mal à l'aise. Madame Dubois, je comprends que vous êtes effrayée, mais nous devons être réalistes sur l'espérance de vie. C'était là. La chose autour de laquelle ils dansaient. La 5e vérité horrible. Ils ont déjà calculé combien vaut le reste de votre vie. Et ils ont décidé que ça ne vaut pas la peine de se battre. Combien de temps ai-je demandé. Sans traitement. C'est difficile à dire. 5 ans peut-être. Ça pourrait être plus. Et avec le traitement, le taux de survie à 5 ans est supérieur à 90%. Donc, je pourrais avoir 20 ans de plus. Possiblement. Alors pourquoi essayez-vous de me dissuader du traitement? Il n'a pas répondu tout de suite. Quand il l'a fait, sa voix était prudente. Le traitement est difficile. La récupération peut être compliquée chez les patients plus âgés. Il y a aussi le coût à considérer. Le coût pour qui? Une autre pause. Pour le système de santé. Pour votre famille, ces traitements sont chers et si le résultat n'est que quelques années supplémentaires, vous venez de dire 20. J'ai dit possiblement. J'ai quitté ce cabinet et je me suis assise dans ma voiture, tremblante. Pas de peur du cancer, de rage, parce qu'il avait regardé mon âge, 81, et fait le calcul, décidé que mes années restantes ne valaient pas l'investissement, que je devrais tranquillement accepter la gestion et mourir plutôt que de grever le système avec un traitement coûteux, que ma vie avait moins de valeur que celle d'une femme de 50 ans, moins la peine d'être sauvée. J'ai trouvé une autre oncologue, une femme, plus jeune, qui a regardé mon dossier et a dit « Vous êtes une bonne candidate pour la chirurgie. Débarrassons-nous de ce truc. Pas de discussion sur mon âge, pas de calcul de valeur, juste le traitement. J'ai eu la chirurgie. J'ai eu la radiothérapie. Le cancer a disparu. C'était il y a 2 ans. 2 ans que je n'aurais pas eu si j'avais écouté ce premier médecin. Si j'avais accepté sa suggestion douce que je ne valais pas la peine qu'on se batte. Je pense à lui parfois. Je me demande combien d'autres patients il a dissuadés du traitement, combien de personnes qui auraient pu vivre plus longtemps, en meilleure santé, qui sont mortes plus tôt parce que quelqu'un a décidé que leurs années restantes n'étaient pas assez précieuses,
Voici ce que je sais maintenant, après 8 décennies de confiance aux médecins et quelques années à apprendre à ne plus le faire. Le système n'est pas conçu pour nous servir. Pas vraiment. Il est conçu pour nous traiter efficacement, pour faire des suppositions basées sur l'âge qui économise du temps et de l'argent, pour nous simplifier en catégories plus faciles à gérer. Et si ça veut dire que nous recevons moins de soins, moins d'investigations, moins de combats, c'est le coût de l'efficacité. Mais je ne suis pas efficace. Je suis une personne et j'ai appris à riposter. J'amène des défenseurs au rendez-vous maintenant, ma fille ou une amie qui ne laissera pas passer les commentaires condescendants. J'enregistre les conversations sur mon téléphone. Les médecins changent de ton quand ils savent qu'il y a une documentation. Je pose la question qui change tout. Que feriez-vous si j'avais 40 ans? Et je n'accepte pas « à votre âge » comme explication médicale. J'exige de vraies réponses, de vraies investigations, de vraies options. C'est épuisant, ça ne devrait pas être aussi difficile. Mais tant que le système ne change pas, c'est à ça que ressemble la survie. Refuser d'être catégorisé, refuser d'accepter que mon âge rend ma vie moins digne d'être sauvée, refuser de partir en silence. Emma m'a demandé la semaine dernière pourquoi j'allais à autant de rendez-vous médicaux. On était assises sur mon perron et elle avait remarqué le calendrier médical sur mon frigo. Parce que je suis vieille, ai-je dit. Les vieux corps ont besoin de plus d'entretien. Les médecins vous aident? Certains d'entre eux, quand je les force à écouter. Elle a réfléchi. Comment vous les forcez à écouter? J'ai arrêté d'être polie. Elle a ri, mais j'étais sérieuse. Pendant 80 ans, j'ai été polie, accommodante. J'ai fait confiance aux médecins pour savoir mieux et mon travail était de me conformer. Et ça a failli me tuer, plusieurs fois. Maintenant, je suis impolie quand il le faut. Exigeante, insistante, je suis la patiente difficile dont il parle dans les réunions d'équipe. Et je suis en vie grâce à ça. J'aimerais pouvoir vous dire que le système a changé, que les médecins voient les personnes âgées différemment maintenant, que la discrimination basée sur l'âge dans les soins de santé s'améliore. Mais ce n'est pas le cas, pas encore. Ce qui a changé, c'est moi. Je sais ce qu'il faut surveiller, les suppositions, les rejets, les calculs de valeur, et je sais comment riposter. Ce matin, j'avais un bilan, un nouveau médecin remplaçant le mien qui est en vacances. Elle est entrée, a regardé mon dossier et je l'ai vu. Ce petit éclair, la catégorisation mentale. Avant qu'elle puisse parler, j'ai dit « J'ai 83 ans. Mon esprit est vif, ma santé est bonne. Je veux des soins complets, pas des limitations adaptées à l'âge. Si vous avez des questions sur mes symptômes, j'attends une vraie investigation, pas des suppositions. Est-ce clair? » Elle a cligné des yeux, puis sourit. Un vrai sourire, pas le genre condescendant. Parfaitement clair, Madame Dubois. Commençons. Ce n'est pas parfait. Je dois encore me battre pour chaque rendez-vous, chaque examen, chaque moment d'être prise au sérieux. Mais je suis là, je me bats encore. Je refuse encore d'accepter moins que ce que je mérite, parce que ma vie a de la valeur, quel que soit mon âge, peu importe ce qu'un calculateur dit sur les ratios coût-bénéfice et les années restantes, et je n'ai pas fini. Le soleil est chaud sur mon perron. Emma est rentrée chez elle. La maison est calme. J'ai un autre rendez-vous la semaine prochaine. Prise de sang, de routine probablement, mais j'irai préparer. J'irai prête à me battre si j'en ai besoin, parce que c'est ce qu'il faut maintenant. C'est à ça que ressemble la survie à 83 ans. Ne pas abandonner, ne pas céder, ne pas accepter que l'âge vous rend moins précieuse. Merci d'être resté avec moi aujourd'hui. Si vous faites face à ça aussi, les rejets, les suppositions, la discrimination silencieuse, vous n'êtes pas seule et vous n'êtes pas impuissante. Si vous voulez rester avec moi à nouveau, je serai là, toujours en train de me battre.
toujours en train de refuser de disparaître, toujours en train d'insister que ses années comptent,